Donc bonjour, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a derrière en fait le thème plateformisation, vu que c'est un terme qui qualifie maintenant notre équipe Feu équipe studio, mais que c'est un terme un peu vaste, généraliste et surtout pas forcément connu dans le monde du digital, dans le monde du numérique. En fait, on parle plus de transformation digitale derrière ce terme-là. Mais avec les objectifs de l'Inagora de vraiment faire de la plateforme, la notion de plateformisation s'inscrit dans cette logique-là. Et la transformation digitale s'inscrit dans l'aspect de plateformisation. Donc, comme le titre en fait, de l'UDS le mentionnait, la plateformisation, moi je traduis par une phrase qui est le design et l'accompagnement des organisations au changement. Donc du coup, le plan de l'UDS, ça va vraiment être de présenter les différents mots qui composent cette phrase et d'expliquer en quoi ça représente. Baisser un tout petit peu le son, je pense. Donc on va attaquer en fait mot par mot le sommaire pour voir qu'est-ce qui se cache derrière toute cette phrase. Le premier mot, c'est le design. Alors est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous avez une vision, une définition du design particulière qui vient à l'esprit quand on parle de design? Rien de spécifique? C'est la manière de penser quelque chose pour que ça soit agréable à regarder ou à utiliser. Donc il y a une partie, c'est la manière de penser. Que ce soit pour créer quelque chose de visuel, créer quelque chose quoi qu'il arrive, le design, c'est vraiment l'aspect conception qui est vraiment générique et qui va avoir des domaines d'application particuliers. Quand on parle de design, moi je me sers d'une petite représentation que j'aime beaucoup, qui est le Damien Newman-Squiggel, qui est cet élément-là. Et le Damien Newman-Squiggel, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une manière de représenter le processus d'un designer et en fait de beaucoup d'autres logiques, vu que c'est un schéma de pensée assez classique. On a, alors là, forcément il n'est pas parlant, mais vous comprenez qu'il se passe des trucs au début, que ça a tendance à se simplifier au milieu et qu'à la fin on arrive sur une ligne droite. En fait, quand je commence à donner des informations sur ce squiggle, on voit qu'il y a vraiment trois parties distinctes qui se matérialisent. L'aspect chaotique, l'aspect rationalisation des sujets et des problématiques, et l'aspect de clarification et du focus, c'est-à-dire vraiment de l'aspect design. Une fois qu'on a ouvert toute la recherche, on a réfléchi à la problématique, on arrive à avoir une ligne droite et des choix qui sont logiques par rapport à une problématique qui était extrêmement vaste. Et en fait, on matérialise, quand on donne encore un peu plus d'informations, on voit que toute la partie que j'évoquais vraiment chaotique, c'est la partie recherche. C'est là où on va vraiment démarrer une nouvelle problématique, genre qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? On va chercher des informations et ainsi de suite. Et plus on va avancer vers la fin du schéma, plus on va arriver avec un concept, on va pouvoir l'expliquer simplement, clairement, avoir une définition, avoir un pitch, avoir des prototypes, que ce soit d'expérience ou des prototypes physiques d'application, mais aussi des simples concepts de théorie d'organisation, de théorie d'interaction entre les gens. Et ça permet d'avoir une représentation comme ça, en fait très fidèle de tout ce qu'on va passer quand on va réfléchir sur un projet, un sujet X ou Y. On va toujours avoir cette phase d'incertitude avec chercher des patterns, chercher vraiment qu'est-ce qui fait sens dans une problématique pour arriver à cette logique à un moment donné, on a choisi de faire ce choix-là. Tous les développeurs, quand ils doivent travailler un ticket et qu'ils doivent réfléchir à comment ils développent une fonctionnalité précise, au début ils cherchent qu'est-ce qui existe pour créer cette fonctionnalité, comment on va pouvoir la faire. Ils réfléchissent et ils choisissent à un moment donné une solution. Et en fait, c'est la même chose dans le design en général, et quand on parle de design, c'est vraiment à cette échelle-là, à grande échelle. Peu importe le sujet, on va avoir cette phase-là. Le plus important à retenir, c'est que cette phase-là doit se réduire forcément pour arriver à une suite logique. Si ça ne se réduit pas, ça veut dire qu'on reste dans la partie vraiment chaotique
Et là, on va chercher, on va faire énormément de recherche, on va partir en recherche et développement, époque et ainsi de suite, sans avoir la notion de MVP qu'on a en développement, sans avoir vraiment le most valuable product, donc avoir vraiment la plus-value de la réflexion qui se matérialise par cette ligne. Et une autre manière de représenter ça, ou en tout cas d'adapter le squiggle, c'est de mettre ces éléments-là, qui sont en fait un peu une redéfinition des grandes étapes. Donc on a toute la partie découvrir la problématique, on a la partie, ce qu'on appelle design, c'est-à-dire la clarification, le raisonnement de la problématique, toute la partie build, en fait, qui est déjà dans la ligne droite, parce qu'on considère qu'une fois qu'on a traité une partie de la problématique, la façon de builder, de faire le prototype, les choix sont logiques par rapport à tout ce qu'on a réfléchi avant. Et la partie test qui est très important, où on vient tester cette solution, les solutions qu'on a et la logique qu'on a mis en place auprès de l'utilisateur, auprès des clients et ainsi de suite. Et si on zoome un peu si on détaille un peu toute la logique complexe qu'il y a derrière le design, on arrive à cette structure-là qui est très connue dans le monde du design et notamment du X-design qui s'appelle le double diamant. Ce double diamant, en fait, c'est une représentation beaucoup plus complexe et détaillée, mais du même processus. Et en fait, on voit qu'on a la partie recherche, on a la partie définition, on a la partie build, développement, et on a la partie vraiment deliver. En fait, on a la partie test, à la fois création du prototype et test de ce prototype-là. Ça, c'est des designs qui ont émergé, hein, des méthodologies et des manières de représenter toute cette méthodologie de design qui ont émergé au début des années 2000, notamment par la Design Council. C'est la Design Council School, qui est la British Design Council, pardon, qui est un peu le formalisateur de ce double diamant-là. Et en fait, quand on détaille un peu, quand on reprend le design diamant et quand je remets le squiggle, pourquoi on appelle ça un double diamant? Parce qu'il y a cet effet-là. On voit sur le squiggle, on part d'une problématique simple avec une question, on commence à faire de la recherche, donc on arrive vraiment dans la zone de chaos et on redescend vers une simplification. Ici, entre les deux diamants, on a la problématique claire, définie, qui apparaît. Et on repart dans un squiggle, on repart dans de la recherche et tout, quand on va chercher à vraiment développer les solutions qui répondent à la problématique. Et on va repasser sur de la simplification, quand on va faire du test, quand on va faire les premiers prototypes et ainsi de suite. Donc il y a plein de manières de représenter en fait la même logique derrière. Là il y a vraiment tout le détail, en fait on voit tout le détail sur la partie recherche avec la recherche primaire et secondaire et ainsi de suite, et tous les petits éléments, en fait, tous les ateliers classiques qu'on fait en UX si on veut vraiment faire le parcours complet du double diamant. Mais analyser ça, avoir cette méthode-là avec les éléments, ça permet surtout de structurer tout le discours et de savoir à quel moment on se trouve dans un projet et quelles sont les étapes suivantes et quelles sont les étapes précédentes à avoir pour pouvoir continuer. Et donc ça, c'est vraiment la partie design à grande échelle. Quand on parle du X-design, en fait, on utilise ces méthodologies-là et cette manière d'utiliser les ateliers concentrés sur des utilisateurs et un contexte précis. Et là où on travaille, là où on va travailler avec l'équipe plateformisation, c'est à travailler un accompagnement à partir de ces méthodes des entreprises dans l'adoption des plateformes et un effet de plateformisation. Pour pouvoir avoir cet accompagnement, là il y a plusieurs définitions. Alors là j'ai pris une définition de l'accompagnement qui est de créer un climat favorable à l'intelligence collective, de mettre à disposition des méthodes, des outils d'animation et des solutions de mesure de la performance. En fait, c'est vraiment créer toute la base de connaissances d'une société, d'une organisation, pour activer vraiment des dynamiques de groupe, avoir des effets comme on voit sur les réseaux sociaux d'entreprises ou ces genres de logiques. C'est ça qu'ils cherchent à faire en accompagnant les entreprises, c'est d'utiliser l'intelligence collective de chacun qui connaît un outil X, qui va connaître un outil Y, pour que ça redistribue à toute la collectivité, toute l'entreprise, et travailler sur des dynamiques pour pérenniser des changements de pratiques. On utilise des nouveaux outils, comme on est passé, nous, personnellement, de IRC à Mattermost il y a quelques années.
Donc avoir cette évolution et cet accompagnement cet accompagnement des entreprises est un facteur clé pour l'adoption de beaucoup d'outils. Et notre manière de le représenter sur ces accompagnements, on voit en fait choisir une stratégie, cadrer les projets, les diagnostiquer, analyser les impacts, parce qu'installer un logiciel nouveau, aussi limité soit-il, a toujours un impact sur une organisation particulière, et donc il faut anticiper les problématiques pour les sociétés. Avoir aussi tout l'aspect qu'on voit un peu moins, qui est la communication, la formation, faire participer, c'est très important. C'est que pour lancer vraiment un nouveau produit, il faut faire des tests utilisateurs, relancer les utilisateurs et les inclure au plus tôt dans des problématiques, dans les problématiques des outils et ainsi de suite. Il ne faut vraiment pas hésiter à les faire participer sur des POC, sur des éléments, faire tester sur des nouveaux outils. Ce qui permet de faire naturellement les effets de levier qu'on cherche quand on cherche à accompagner, quand on cherche à faire adopter un produit. Le fait d'avoir des utilisateurs type et tests qui ne soient pas forcément juste la direction générale sur un produit, mais qui soient aussi des simples utilisateurs, ça permet de partager, de spreader la volonté d'avancer, la volonté de proposer des meilleurs outils pour mieux s'organiser ensemble, et ça permet d'avoir les effets de dynamique de groupe que je mentionnais tout à l'heure. Et l'aspect en fait piloter et transformer, c'est un peu la fin du processus. Et si on s'amuse à reprendre le squiggle, on voit que toute la partie en fait choisir une stratégie, commencer à diagnostiquer, analyser les impacts du projet, on est encore dans beaucoup d'incertitudes parce que on va changer des outils majeurs par d'autres outils majeurs. Par exemple, si on prend le cas de OpenPass, on va changer le système de mail des sociétés existants, on va changer le système d'agenda et toute la gestion des contacts. Donc ça a quand même un fort impact sur la vie d'une société. Et plus on va avancer vers la fin, le pilotage et la transformation à proprement parler, plus on va simplifier parce qu'on aura déjà dégrossi et déjà fait les effets de levier nécessaires au début. Je vais évoquer à présent toute la partie organisation. Alors la partie organisation, on connaît, il y a des organigrammes, on a des belles représentations comme ça avec toujours des blocs et toute une arborescence qui se matérialise. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que sur l'organisation, il y a beaucoup de théories qui ont émergé. Là, j'ai pris qu'à partir des années 60. Bien sûr, il y avait des théories d'organisation bien avant. Et voilà un peu le nombre de théories qu'on voit sur toutes les années 60, les années 70, 80 et 90, toutes les évolutions de théories qu'on a eues dans l'organisation, qu'elle soit vraiment, je parle à la fois de société comme de l'organisation purement humaine, avec des concepts vraiment de sociologie et d'organisation des différentes sociétés, avec différentes cultures, avec les théories d'excellence, avec les avantages compétitifs, le concept de la qualité totale qui est vraiment précis. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Et on est entré depuis le début des années 90 sur l'aspect intelligence émotionnelle en fait dans l'organisation, et c'est ça qu'on cherche à faire quand on fait de la transformation digitale et qu'on parle de favoriser l'intelligence collective. On cherche à avoir de l'intelligence en fait émotionnelle. C'est-à-dire que quand on vous dit de liker, de mettre beaucoup d'éléments sur les réseaux sociaux et de montrer, de faire de la communication à votre échelle là-dessus, c'est parce qu'on cherche à déclencher l'intelligence émotionnelle qu'on a pour la société, où on va proposer des solutions face à des problématiques, où on va commencer à réfléchir à des problématiques et aller plus loin que juste la tâche qu'on nous a confiée, mais aussi permettre des évolutions majeures dans la société et de se servir de l'intelligence en fait des gens. Une des représentations qu'on peut voir sur les organisations qui est assez reconnue et assez bien admise et très travaillée, c'est toute la théorie organisationnelle de Berne. Alors ça, c'est une théorie ultra complexe que je n'ai pas encore totalement détaillée pour ma part. Je suis en train de travailler là-dessus, en fait, sur voir un peu tout l'aspect de la théorie. Mais on voit en fait les différentes... On découpe un peu les organisations et les groupes. Alors, on parle un peu sur les deux niveaux en même temps, parce que ce soit une société ou que ce soit un groupe plus restreint, les logiques qu'il y a derrière sont les mêmes. On va avoir des leaders on va avoir un leader
primaire ou un leader naturel, on va avoir un leader personnel qui va être son sous-chef, son mentor, et tous les effets de mentorship et de leadership vont s'activer. Et donc toutes ces structures-là sont théorisées et sont très détaillées, comme vous pouvez le voir. Et c'est avoir conscience de ça. Quand je parle de vraiment l'analyse des impacts qu'on va avoir à déployer des logiciels ou déployer des solutions, ça implique de prendre ça en compte. Si un chef, par exemple, ne veut pas utiliser le nouveau logiciel et qu'il insuffle ça à son service, ça va avoir des impacts et on va avoir un frein sur l'adoption du produit, et donc il va falloir travailler particulièrement à bien expliciter les avantages du produit, expliciter pourquoi on choisit ça en fait. Et c'est pour ça que je parle de design en premier lieu, c'est-à-dire que si on n'a pas fait cette étape de design, de réflexion, de clarification des problématiques, on n'est pas capable de présenter bien la chose et d'accompagner correctement les utilisateurs récalcitrants et réfractaires. Mais au final, quand même, ce qui ressort, c'est que sur la plupart des organisations, il y a des triptyques qui ne changent pas, il y a des structures qui ne changent pas, avec une direction générale, une partie production, une partie commerce, une partie marketing, communication et tout l'aspect administration. Et en fait, on va avoir quelques métiers plus spécifiques, mais pourquoi les théories d'organisation existent? Parce que il y a notamment les Allemands de SAP qui ont travaillé sur des logiciels pour montrer que peu importe le domaine d'application d'une société, on va avoir des grands services qui ne bougent pas fondamentalement, et ça va être une partie de la production qui va être dédiée sur la spécificité de l'entreprise. Comme nous, on a notre spécificité de faire du logiciel libre, de faire des applications et du développement logiciel, mais vous prenez d'autres sociétés qui vont avoir de la production en chaîne dure, ils vont quand même avoir toute la partie commerce, communication et administration. Donc ça reste généraliste. En fait, on a des théories généralistes, et SAP s'en est servi pour sa propre plateforme et pour son propre travail de plateforme avec ses modules sur ces questions-là, à rationaliser l'entreprise vraiment en termes de... Ils utilisent des variables, en fait, ils utilisent tout un système de variables pour standardiser vraiment toutes les étapes et la recréation de l'organisation et l'utilisation de leurs modules, et dire à quel moment et à quel endroit il faut utiliser leurs modules. Et enfin, le changement. Alors le changement, je reprends une image que vous aviez vue durant les précédentes UDS, qui est en fait surtout pour... on parle du changement, je reviens en fait sur l'aspect accompagnement, parce que le changement, c'est d'abord de l'accompagnement. En fait, pour pouvoir pousser du changement, c'est avant tout de l'accompagnement, et pour vraiment produire un changement, les étapes qu'on matérialisait sur l'accompagnement sont très justes. C'est-à-dire vraiment commencer par créer un climat, mettre à disposition des nouveaux outils, activer vraiment des dynamiques de groupe où on va avoir une évolution de la manière de s'organiser ensemble et d'utiliser l'intelligence collective, et de vraiment pérenniser, parce que les outils qu'on utilisait un peu à droite à gauche se standardisent et s'ouvrent à toute la population de la société. Donc créer un sentiment, un climat favorable à l'intelligence collective, il y a un grand principe là-dedans, c'est de faire du cross-fonctionnel, ce qu'on appelle du cross-fonctionnel. Donc dans une entreprise, on a toujours des métiers distincts, on a des effets de silo assez massifs suivant les différents métiers qu'on a, mais une entreprise, c'est justement une organisation collective et un travail entre les différents métiers. Et on est souvent, quand on commence à travailler dans de la plateformisation, et quand on commence à travailler dans des sociétés qui n'ont pas encore les outils, qui n'ont pas encore les effets de dynamique et de levier de transformation digitale, on est vraiment dans ce cas-là. C'est-à-dire vraiment les services qui sont éclatés à droite, à gauche, qui ne discutent pas particulièrement entre eux, et où tous les échanges entre services, par exemple, peuvent se faire par mail, dans le cas idéal, pour vraiment avoir juste des bords très limités. En fait, faire de la transformation digitale, avoir tout cet aspect, quand on parle de la digitalisation et du digital, c'est justement de casser ces murs entre les métiers et de faire des interactions fortes entre les métiers. Donc ça s'est matérialisé sur cross-fonctionnel dès les équipes de développement avec l'agilité, où on a commencé à dire il faut à la fois des UI designers, des PO, des QA dans l'équipe du sprint global.
où on a vraiment une équipe qui fait du cross-fonctionnel de bout en bout sur une équipe. Mais en fait, toutes les théories qu'on voit sur la transformation digitale et tous les termes marketing qu'on a sur le digital, comme le CDO, le Chief Digital Officer, donc le responsable de l'évolution digitale de l'entreprise et du changement digital d'une entreprise, en fait, tous ces modes d'action et toutes ces interactions, c'est d'étudier l'organisation de la société, de voir sur quelle organisation elle s'est basée par rapport à l'historique, de voir à quoi on veut l'amener en termes d'organisation, et de travailler sur toutes les interactions et de mettre en place toutes les interactions, ce qu'on appelle le channel, en fait, des canaux de discussion et des canaux de communication qu'on va mettre en place entre les différents services pour simplifier la communication, pour créer de l'intelligence vraiment collective et du partage d'informations qui soit le plus, en fait, le plus horizontal possible, mais surtout un flux de données qui soit accessible par n'importe quelle personne du service A ou au service B, et que chacun puisse s'entraider et interagir ensemble le plus simplement. Donc ça, c'est la première méthode. Après, il y a sur l'aspect mettre à disposition des méthodes, des outils d'animation et des solutions de mesure. J'ai repris ça, qui était en fait une conférence FLUPA qui s'est donnée il y a 2-3 semaines sur le X, qui est l'employé expérience. Comme en fait on a les méthodologies de design qui sont extrêmement ouvertes. On avait l'UX avec l'aspect vraiment utilisateur dans un contexte d'application et ainsi de suite. Et on voit émerger d'autres noms avec des nouvelles lettres comme le CX pour Customer Experience, donc l'expérience d'un acheteur, typiquement sur Amazon, on va parler de Customer Experience, avec le fameux bouton payer en une fois, ce genre de logique. En fait, ça va au-delà de juste l'aspect utilisateur, plaisir d'utilisation, mais avec des vrais enjeux d'achat derrière. Et sur le X, donc c'est employé expérience, c'est du design vraiment dédié à comment on embarque, comment on enrôle en fait humainement quelqu'un dans une société et comment on l'accueille avec des livrets d'accueil, avec des outils mis à disposition, avec une base de connaissances, une FAQ typiquement. Là, Quentin a récemment travaillé sur les outils de base de connaissances avec notamment Nool qui est un outil qui permet de faire des FAQ pour des sites et pour des entreprises, donc vraiment donner toutes les informations. Tout ce qu'on voit sur le wiki, en fait, c'est un peu ça, c'est tous ces outils digitaux et tout. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est un mythe d'avoir une solution toute faite et d'un outil tout fait. On peut avoir autant d'outils qu'on veut, des moonmetters, donc voilà, vraiment des trucs pour donner la vie, le sentiment des gens, les réseaux sociaux d'entreprise et tout. Un outil seul ne fait pas la différence. Un outil numérique ne fera jamais seul la différence, surtout quand on parle de transformation digitale, parce qu'on a un impact humain sur la société avant même l'impact vraiment d'organisation technique et d'outils. Choisir un outil et passer d'un outil à un autre, c'est d'abord un choix humain et c'est pour ça qu'il faut le rationaliser, c'est pour ça qu'il faut le clarifier, pour permettre aux gens de vraiment adopter et accepter le changement. Tous les aspects aussi de marketing et RH, donc vraiment les sites de ranking, les labels, de s'en méfier aussi. Et alors les postes dédiés qui explosent dans les grosses boîtes avec le chef de le happiness, Chief Happiness Officer, donc le chef de la satisfaction en entreprise et tous ces postes-là. En fait, c'est ce que je dis aussi un peu sur les CDO, vraiment les Chief Digital Officer. C'est des vrais métiers, il y a des vrais impacts derrière, mais il y a aussi beaucoup de communication marketing là-dessus. Et en fait, on voit que les informations les plus intéressantes et ce qui en ressort énormément, c'est d'avoir en fait des designers et des chercheurs qui viennent vraiment des sciences sociales, qui viennent de la socio, qui vont pouvoir apporter beaucoup plus d'informations que juste la partie technique et la partie vraiment communication marketing de ces postes-là. Et la transformation, pour continuer sur la présentation, c'est activer vraiment les dynamiques de groupe. Alors, toute transformation commence là, on est dans la zone de confort, on va faire on va avoir un gros creux de vague, ça va être douloureux parce qu'on va arriver dans la zone d'inconfort où on doit identifier où en est la société et à quel moment elle en est. Toutes les sociétés sont à différentes étapes de la transformation digitale ou même du début du digital dans la société, qu'elles soient encore en full papier ou qu'elles soient déjà à moitié.
ça va vraiment dépendre de l'organisation et de l'analyse qu'on va faire en avance. Le fait d'avoir cette courbe-là, ben, on retrouve une logique qui est importante en fait quand on voit les termes. Un changement, et c'est très matérialisé en fait par tout l'aspect assez classique des différentes phases. On parle des phases de deuil, parce que le deuil est un effet de changement assez massif dans la vie humaine, donc c'est normal qu'on retrouve dans ces phases de changement ces éléments-là. Donc avoir vraiment un côté, on commence par être dans le déni, ensuite de prendre conscience des problématiques à mettre en place, du refus, de la colère, de la résistance, de la peur et du marchandage, sur tous ces aspects-là. Quand on est vraiment regarder en face l'organisation et tout, c'est quelque chose de très difficile, surtout pour des sociétés. Souvent, on parie sur le fait qu'un outil va solutionner la problématique, alors que c'est parfois des changements qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus impactants et qui sont difficiles du coup à mettre en place, parce que justement, plus on avance dans le changement, plus on se rapproche de la zone d'inconfort, on va descendre sous la flotte avant d'accepter, de réajuster et d'expérimenter des nouvelles solutions et commencer à faire de l'engagement et faire de l'intégration sur les nouveaux outils. Donc ça, c'est une manière de représenter. Alors, je vous invite, j'ai mis le lien dans la présentation, je vous invite particulièrement à regarder le détail complet de cette présentation-là sur l'aspect, mais il y a beaucoup de domaines. Donc, qu'est-ce que j'entends, moi, par plateformisation? En fait, j'entends tout ça. À la fois du design, identifier les différentes étapes d'une organisation, où elle en est, où est-ce qu'elle veut aller, faire de l'accompagnement et de l'organisation en tant que telle, vraiment à la fois au quotidien ou avec une partie de tests utilisateurs, de tests de mise en place d'outils pour voir et avoir des retours avec les gens en charge du changement dans la société et les accompagner du coup à leur changement logique. Alors, j'ai la partie en fait, maintenant qu'on a fait vraiment de la théorie, je vais rentrer un tout petit peu dans la démo concrète. La démo concrète, c'est simple, c'est mon premier boulot. Mon premier boulot, j'étais en mission locale de l'Artois, avec une problématique où il fallait mettre en place un nouvel outil de gestion de temps, de congés et des réalisés et des RA comme on connaît ici, avec une logique où c'était du semi-institutionnel, donc on avait du privé, on avait du public. On avait un directeur de service qui ne voulait pas d'un logiciel imposé par la direction. On avait la direction qui ne voulait pas du logiciel que voulait soumettre le chef de service. Et on avait en fait le responsable de l'informatique et le délégué du personnel qui était un peu en troisième voie sur le rôle de médiateur, à dire on va chercher soit une société, soit quelqu'un pour implémenter ce nouvel outil. Comme ça, c'est quelqu'un qui est chez nous ou une société qui est en dehors du camp de la direction et du camp du directeur de service et qui permet d'avoir un avis un peu neutre, d'être vraiment en zone neutre, en no man's land, en territoire neutre pour mettre en place cette solution. Donc je commence en juillet 2010. En septembre 2010, donc 2 mois après avoir testé un peu, vu les différents logiciels qui existaient déjà dans notre solution locale, j'ai choisi OBM et j'ai installé OBM sur là-dessus, et j'ai développé quelques modules vraiment spécialisés pour faire toute la partie statistique et partir en fait du calendrier des gens directement pour remplir à la fois les réalisés, les RA et gérer tout l'aspect congé. Donc ça se présente comme ça. Alors à l'époque, j'étais pas encore UX, c'était en novembre-décembre 2010, donc l'application est vraiment toute simple sur les modules supplémentaires que j'ai. Mais on voit déjà tous les éléments. Alors là, on voit vraiment le menu complet à terme. Il faut savoir qu'au début, j'étais vraiment sur le réalisé qui commençait et le réalisé et les statistiques. C'était les 2 premiers éléments dans ces menus-là qui étaient fondamentaux. C'est-à-dire que comme il y avait des financements publics et privés, il fallait pouvoir justifier que tu avais X personnes qui travaillaient sur tel projet. Donc, ils avaient besoin d'avoir une certaine précision. Et forcément, ces X personnes n'existaient jamais. On avait 3 temps pleins, mais en fait, les 3 temps pleins étaient répartis entre 5 ou 10 personnes. Donc, on ne pouvait jamais avoir une personne qui était à temps plein sur une problématique. Donc, le fait d'utiliser OBM et d'utiliser tous les modules et
l'usage du calendrier me permettait d'avoir une précision sur les projets au quart d'heure et d'avoir ce tableau-là de réaliser qui est un ersatz en fait du tableau de planning que l'on reconnaît, mais avec vraiment avec là pour le coup les heures suivant les événements OBM. Et on voit en fait tous les événements que vous voyez en arrêt maladie, en RC, les demi-journées, tout ça en fait sont tous des événements OBM, des événements du calendrier. Donc tous les utilisateurs remplissent que le calendrier et la moulinette, en fait, toute la logique de statistique qui en sort est fait en PHP par l'interrogation de la base de données et les requêtes SQL que je faisais. Donc la gestion du temps est totalement automatisée sur l'aspect temps et ainsi de suite. Et la production de statistiques, la même chose. En fait, dans BM, on a un petit champ qui n'est pas rempli dans notre cas, mais qui s'appelle les catégories. Et en fait, dans les catégories, on peut mettre des numéros de code et on peut mettre toutes ces informations-là. Et donc, à partir de ces catégories-là, j'ai remis des projets comme ils n'avaient pas. Alors, vous voyez, il y a une quarantaine de projets, à peu près. Il y a une quarantaine de domaines projets différents où les gens peuvent remplir. Donc, à partir de ces éléments-là, on peut voir tout de suite, et pour peu que les gens aient mis la bonne catégorie sur l'événement, ce qui se fait naturellement avec le menu d'insertion rapide dans OBM, et ben on a tout de suite les données mois par mois et année par année sur les différents projets, avec des notions d'axe que j'ai matérialisées avec les chiffres. En fait, on voit l'axe 1, c'est tous les numéros 100 de projets, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, faire ces outils-là, comme je l'ai expliqué, au début, on était vraiment sur réaliser l'accueil des stats. Donc de décembre à janvier, j'avais travaillé ces deux fonctionnalités-là, et en janvier, j'ai lancé vraiment toute la partie de mettre en place, de lancer l'outil et de commencer à former les utilisateurs. J'ai formé les 80 personnes vraiment à l'outil, et pendant que je les ai formés, j'ai cherché aussi à savoir quelles étaient les étapes suivantes à mettre en place dans l'outil et à leur proposer pour le faire adopter. Et c'est comme ça en fait que quand on reprend, j'ai commencé à développer toute la partie congé, la partie gestion des frais pour les utilisateurs, pour que tout soit géré à partir de cet outil-là, qu'on puisse demander ses frais et toutes ces infos vraiment précises directement depuis cet outil, et de centraliser et de donner comme ça, de faire évoluer sur la période de l'année et demie qui s'est écoulée dans cette société-là. Ça a permis vraiment de faire adopter naturellement le produit, et sachant qu'ils avaient testé déjà 2 applications, je ne vais pas préciser, mais ils avaient testé 2 applications avant mon arrivée dans cette boîte, et qu'à l'heure actuelle, là les screens en témoignent, c'est bien un screen pris le 30 août de cette année. L'outil est toujours utilisé 6-7 ans après dans l'entreprise. Et ça, ce que j'ai vraiment appris en fait là-dessus, c'est que au-delà de l'aspect vraiment outil OBM que j'ai utilisé, ce qui a fait la différence, c'est l'accompagnement que j'ai pu avoir avec les utilisateurs. Le fait d'être à proximité des utilisateurs, le fait d'être dans l'entreprise et d'avoir une phase vraiment d'accompagnement dans l'entreprise, ça a permis de faire adopter l'aspect. C'est pour ça que quand je parle du pilotage et quand je parle de faire participer, de faire former, de faire participer pour créer les leviers d'usage et d'acceptation, c'est ce qui a permis de débloquer la situation. Et ce que je n'ai pas précisé, si je reviens au tout début, c'est que en fait, la direction avait ces 2 contraintes-là. Le directeur du service problématique était en fait le responsable dans la société de la CGT, que le responsable de l'IT était à la CFDT et que le responsable le délégué du personnel était à la SFTC. Donc en fait, il y avait des problématiques politiques et il y avait des problématiques qu'on voyait, les résistances et tout. C'était vraiment du combat à la fois sur les outils, mais surtout sur de la politique et surtout sur des interactions politiques. Et le fait d'avoir mis des outils comme ça, et surtout le fait d'avoir fait un outil qui mettait à plat beaucoup d'informations, toutes ces informations-là et tout, ça a soulevé des questions, et on a vu par exemple des mauvaises pratiques de la part du directeur qui posait problème. Je ne sais pas s'ils ont utilisé les ressources que ça donnait, mais le fait de voir des congés un peu étranges qui étaient validés alors qu'ils ne devraient pas, et des congés refusés alors qu'ils devraient être validés,
ça permet, ça a un effet de transparence. Donc c'est aussi un effet de la transformation digitale importante et qu'on oublie souvent de mentionner, c'est qu'il y a un effet de transparence, il y a un effet de mise en lumière d'informations. Alors dans un cas, là c'était vraiment un peu un cas entre guillemets extrême, mais il y a des effets il faut admettre qu'il va y avoir une part des discussions beaucoup plus directes, et on le voit sur l'aspect Mattermost qu'il peut avoir sur des discussions, parce qu'on cherche à aller en fait beaucoup plus vite sur l'aspect. Et comme je dis, de janvier 2011 et à octobre 2012, je continue à plateformiser la société. J'ai notamment, au bout d'un moment, quand j'avais fini de développer mes applications, j'ai vu qu'il mettait, pour accéder aux archives, les personnes mettaient environ 30 minutes à retrouver un document dans les archives. Donc j'ai réorganisé physiquement les archives papier de la société, et en fait on a gagné 25 minutes. Vu qu'il y avait juste un système de classement tout bête, hein, comme ce qu'on peut faire en bibliothèque avec différents secteurs, donc différents domaines thématiques. Mais le fait d'organiser et de faire des changements comme ça, aussi purement physique que ça, a aussi un impact profond sur la transformation de la société. C'est pour ça qu'aucun outil numérique est magique. Donc ça, c'était vraiment l'aspect plateformisation. Qu'est-ce que j'entends là-dessus? C'est tout ça. Après, il y a la question de qu'est-ce que c'est qu'une plateforme. Et alors moi, ma vision de la plateforme, ou la manière dont je le matérialise, j'appelle ça un CMS, avec un petit cube sur le C en fait, parce qu'une plateforme, c'est d'abord du contenu, ensuite de la communication autour de ce contenu, et ensuite de la collaboration, parce que il y a une phase de communication sur les contenus et sur les différents fichiers qu'on va interagir, mais l'idée c'est vraiment d'arriver à l'étape de collaboration avec le contenu sur les éléments. Donc on va voir typiquement la semaine prochaine, le service va travailler sur toute la partie Tunisie, donc tout l'aspect de la mise en place d'un outil, de recréer des outils à la façon de Microsoft Teams, donc avoir un outil collaboratif qui se base sur les documents, qui se base sur une base de connaissances et un groupe pour engager à la fois de la production de contenu, de la communication directe, synchrone et à la fois asynchrone sur des documents, sur des différents éléments, et de créer une collaboration entre les différents services qui va être possible. Donc, ça, en fait, c'est comme ça que je présenterai. C'est comme ça que je présenterai en fait moi la plateforme, donc un CMS et avec vraiment un système de management qui impacte. Mais je rentrerai peut-être dans les détails beaucoup plus avancés dans l'objet d'une autre UDS que je dois préparer, vraiment sur qu'est-ce que j'entends par ces différents éléments-là, et surtout, je pense que cette autre UDS nous permettra de présenter le travail qu'on va mener la semaine prochaine sur la plateformisation et sur la plateforme en tant que telle qu'on va mettre en place. Merci.